C'est bon, je regarde si tout va bien à la régie. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cet atelier, un atelier qui promet d'être passionnant sur une question hautement d'actualité. Vous le savez, aujourd'hui, les enjeux de l'eau sont extrêmement importants. Le GIEC prévoit 10 à 40% de baisse du niveau d'eau dans nos cours d'eau d'ici 2050. Et puis, eh bien, il y a aussi des prises de conscience. Depuis 2017, selon le gouvernement, les entreprises ont baissé à peu près de 17% leur niveau de consommation d'eau. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment faire pour faire des économies dans le milieu industriel? Quelles sont aujourd'hui les réglementations? Quelles sont aujourd'hui aussi les solutions, les accompagnements? Alors vous le savez, c'est un atelier. En ce début d'après-midi, nous irons jusqu'à 15h. Il y aura d'abord les interventions. Nous présenterons nos intervenants au fur et à mesure. Chacun va prendre la parole, présenter un certain nombre de slides, de vidéos. Et ensuite, eh bien, c'est à vous que sera donnée la parole. Une parole que l'on espère très constructive. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Nos invités sont là également pour vous répondre. Et justement, eh bien, nous allons commencer sans tarder avec nos deux premiers invités. Nous allons poser en fait le décor avec vous, le décor de cette obligation de sobriété des usages de l'eau en milieu industriel. Nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Nicoulot, chef du bureau politique territorial de l'eau pour la DDT Puy-de-Dôme. Et nous avons également Estelle Poutou qui est là, adjointe au chef de l'unité interdépartementale Cantal Allier Puy-de-Dôme de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Mesdames, je vous laisse commencer, poser le décor et justement nous expliquer un petit peu aussi les enjeux et les aspects réglementaires de ces questions. Du coup, je prends celui-là. Bonjour à tous. Donc voilà, on va démarrer. On va démarrer un petit peu cet atelier par reposer un petit peu le contexte et resituer les prélèvements sur la ressource en eau, donc à l'échelle du département. Donc si on peut passer la diapositive, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui la passe, d'accord. Ben voilà, on va se tester, voilà. Donc on va démarrer, voilà. Donc première diapositive, donc déjà les chiffres clés sur la ressource en eau dans le département du Puy-de-Dôme. Donc là, ce sont des données qui sont extraites de la Banque nationale des prélèvements sur l'eau. C'est une base de données donc qui est accessible à tout le monde, où vous pouvez voir les prélèvements donc en fonction des différentes catégories d'usage et qui sont liés aux redevances payées à l'agence de l'eau. Donc là, pour avoir une idée générale, donc à l'échelle du département du Puy-de-Dôme, donc pour l'année 2021, on est à 79,5 millions de mètres cubes prélevés par an. Donc là, par rapport à ces prélèvements, donc, ils sont associés à différentes catégories d'usagers. Donc là, vous voyez, vous avez 3 catégories d'usagers. Donc ce qui est bleu, c'est les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable. Donc on est à peu près à 77% de l'ensemble des prélèvements qui sont destinés à l'alimentation en eau potable. Pour l'irrigation, donc c'est le petit camembert qui est un petit peu marron, on est à 14 à peu près pour l'irrigation. Et donc on est à 7 millions de mètres cubes pour l'usage industriel. Donc là, à partir de là, il faut distinguer ce qu'on appelle des prélèvements des consommations. Parce que quand on fait un prélèvement dans un milieu, que ce soit eau souterraine ou cours d'eau, voilà, on prélève l'eau, mais en fonction de l'usage que l'on a fait, on peut le rejeter. Donc c'est ce qu'on fait la distinction entre prélèvement et consommation. Et notamment pour les prélèvements industriels, du coup, on parle plutôt de consommation parce que en fait, ils rejettent quand même, pour certains, près de 95% de leur prélèvement. Donc il faut faire cette première distinction donc, entre prélèvement et consommation. Et il faut faire également la distinction sur la saisonnalité. C'est-à-dire que par exemple les prélèvements pour l'eau potable se font toute l'année, les prélèvements pour l'industrie se font toute l'année. Par contre les prélèvements pour l'irrigation se font qu'à une période, voilà, plutôt en été, donc sur les 3 mois, juin, juillet, août, on va dire. Donc voilà, il faut relativiser les prélèvements qui se font. Alors là, sur la partie de droite, vous voyez aussi l'évolution temporelle. Ça, c'est important parce que, comme je vous disais, le volume total annuel prélevé pour 2021 est à 79,5. Mais on voit un petit peu qu'on est quand même dans une tendance un petit peu qui diminue. Alors, il faut moduler en fonction des usages parce que si on considère que, par exemple, pour l'eau potable, on est à peu près à des prélèvements stables d'une année sur l'autre. Pour l'agriculture, alors là on est parti sur l'année 2021, c'est vrai que 2021 c'est une année humide si vous vous souvenez, donc c'est vrai que les prélèvements, là, les 11,3 millions de mètres cubes sont un peu inférieurs
à ce qu'on a l'habitude d'avoir les autres années. On est plutôt à 20 millions de mètres cubes qu'à 11,3. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que pour l'industrie, on est vraiment sur une tendance à la baisse depuis, on va dire, oui, là, on a depuis 2017 sur les 5 dernières années. Et pour l'industrie, on est passé de 10,3 millions de mètres cubes en 2017 à 7 millions de mètres cubes en 2021. Donc on voit qu'effectivement, cette tendance à la baisse est bien amorcée au niveau des industries. Donc, si on passe. Alors par contre, là on va faire un petit focus sur la situation que l'on vit voilà, en période de sécheresse et on constate une évolution des situations de crise en France. Donc là, vous avez un graphique qui va sur les 10 dernières années, depuis 2012 à 2022. Et on voit que finalement, ces situations de crise se reproduisent de plus en plus et avec une forte accélération, on va dire, depuis les 5 dernières années. Tout le monde a en tête, bon, la précédente sécheresse, enfin une des sécheresses emblématiques, c'est celle de 2003. Mais on voit que depuis le 2019, on a eu une très grosse sécheresse en 2019, on en a une en 2020. 2022, on avait dit c'était une sécheresse historique, on avait battu tous les records. Finalement, on s'aperçoit que 2023, c'est pareil. Et en 2022, on voit que finalement, là, vous voyez, je ne sais pas s'il y a un pointeur, là. Non, ça ne marche pas. Alors, le dernier pic que vous avez là sur l'année 2022, on voit que quasiment plus de 80% du territoire national est concerné par des mesures de restriction. Parce que là, les différentes couleurs là, que vous voyez, que ce soit crise, alerte renforcée ou alerte, traduit des mesures de restriction qui ont été instaurées à l'échelle du territoire national. Et on voit que voilà, ce n'est pas un phénomène qui est propre au Puy-de-Dôme, mais ça touche tous les départements et ça les touche quasiment systématiquement chaque année. Alors là, on n'a pas 2023, mais 2023, on verra que peut-être on aura près de 90% du territoire qui est concerné. En plus, avec un phénomène qu'on a vécu cette année qui est quand même assez particulier, c'est qu'on a parlé de sécheresse hivernale. C'est-à-dire qu'on a eu un automne 2022, un début d'hiver 2023 particulièrement sec. C'est l'hiver le plus sec jamais enregistré. Et donc, du coup, voilà, la situation, le département des Pyrénées-Orientales a pris des mesures de restriction dès le mois de mars. C'est quand même assez historique. Et nous, côté Puy-de-Dôme, on a dû instaurer des mesures de restriction sur les usages eau potable sur des secteurs comme le secteur du Livradois et le secteur de Riom, où c'est pareil, on a dû mettre ces mesures dès le mois de mars. Donc là, sur la partie de droite, vous voyez la carte du département. Donc là, j'ai repris celle d'août 2022 pour vous montrer déjà la situation l'année dernière, ce que ça donnait. Et ça montre qu'on avait presque la moitié du département qui était situé en crise. Donc quand on dit situé en crise, ça veut dire que tous les usages sont arrêtés. Voilà, on interdit tous les usages, à part les prélèvements qui sont destinés à l'alimentation humaine. Voilà. Et donc alimentation humaine, y compris bétail, puisqu'on ne peut pas laisser mourir les animaux. Donc ça veut dire que ces mesures de restriction, notamment le niveau crise, a des conséquences économiques non négligeables voilà, sur les activités, que ce soit l'agriculture et que ce soit l'industrie. Donc du coup... Donc c'est pour ça qu'on en vient à dire que finalement, face à ces situations qui se répercutent d'année en année et finalement qu'on vit quasiment chaque fois, on s'aperçoit que cette gestion conjoncturelle de situation de crise et de devoir gérer, on va dire, la pénurie d'eau n'est pas du tout satisfaisante. Donc par rapport à ça, il va falloir qu'on passe à une gestion structurelle et donc faire preuve de sobriété des usages. Bon, c'est les messages qui sont passés dans le cas des assises de l'eau en 2019. C'est le cas du message aussi du plan eau qui a été présenté par le président de la République en mars 2023. Et donc voilà, donc il faut trouver des solutions pour arriver à ce que, effectivement, on ne puisse pas dire à certains acteurs économiques, vous voyez, vous arrêtez tout. C'est pas satisfaisant pour personne, ni pour les milieux aquatiques, ni voilà ni pour les activités économiques. Donc du coup, il y a quand même une réflexion. Donc, première étape, c'est avec 2019, cette sécheresse quand même qui a été assez importante dans le Puy-de-Dôme, donc a poussé les services de l'État à réviser ce qu'on appelle l'arrêté 4 sécheresse. Et du coup, le préfet a voulu impulser aussi une dynamique en disant, voilà, donc on va déjà travailler avec les industriels
pour trouver des méthodes et des solutions pour que l'activité puisse se maintenir, mais tout en préservant la ressource en eau. Et donc, il a souhaité que les 30 plus gros préleveurs du département, c'est-à-dire qui prélèvent plus de 40 000 m3 par an, alors quelle que soit la ressource, que ce soit sur le réseau d'eau potable, que ce soit dans le milieu superficiel ou dans les nappes, mettent en place ce qu'on appelle un plan d'utilisation rationnelle de l'eau. Donc là, c'est vraiment une volonté départementale du préfet de mettre ça en place. C'est vrai qu'on a été le département un peu précurseur par rapport à ça. Et donc, du coup, voilà, là aujourd'hui, Estelle Poutou va vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on entend derrière un PUR, voilà, le plan d'utilisation rationnelle de l'eau, et quels sont les industriels qui se sont engagés dans cette démarche. Mais c'était vraiment dans le but de se dire, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir faire des actions. Et donc, certains, comme je dis, on voit qu'il y a quand même une réduction de la consommation en eau des industriels. Donc, certains avaient déjà fait des efforts au préalable. Donc, du coup, c'est pour conforter les efforts, pour les encourager à aller encore plus loin s'ils le peuvent. Et aussi, finalement, embarquer tous les autres. Donc, d'abord les plus gros. Et puis après, du coup, de plus en plus, tous les industriels, les embarquer un petit peu dans cette dynamique pour que, du coup, on aille vers une plus grande sobriété et puis une meilleure gestion de la ressource en eau. Donc, du coup, je vais lui passer la parole. Merci. Tiens, j'avance. Voilà. Merci, Nathalie. Donc, effectivement, là, je vais prendre le relais pour vous évoquer un petit peu plus ce qu'on entend derrière un plan d'utilisation rationnelle de l'eau. Donc, comme le disait Nathalie, vous l'avez vu dans la courbe qu'elle a présentée, en fait, les industriels n'ont pas attendu 2021 là, pour réaliser des économies d'eau. Et si on remonte un petit peu plus dans le temps, finalement, c'est suite à la forte période de sécheresse de 2003 que les plus gros industriels du département du Puy-de-Dôme se sont lancés dans la démarche des plans d'utilisation rationnelle de l'eau. Alors, soit de manière volontaire, et ensuite, on va dire dans les années 2006, l'État a commencé à imposer dans les arrêtés préfectoraux qui encadrent ces installations classées pour la protection de l'environnement, l'obligation en fait de réaliser de tels PUR, plan d'utilisation rationnelle de l'eau. Donc voilà, on est sur quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc comme le disait Nathalie, finalement l'arrêté cadre sécheresse dans le département du Puy-de-Dôme en 2021 qui a été revu vient quelque part officialiser cette démarche sur les PUR. Et en fait, cela permet d'introduire des possibilités d'exemption au régime de restriction générale qui s'appliquent, sinon dès qu'on passe en seuil d'alerte renforcée ou de crise. Et donc, c'est une possibilité pour les industriels qui vont s'engager dans de tels PUR et les mettre en œuvre de ne pas avoir au final à mettre en place les restrictions générales qui sinon s'appliquent en période d'étiage. Donc, comme elle vous l'a dit, l'objectif, c'est bien de tenir compte des efforts qui ont d'ores et déjà été réalisés donc, depuis 2003 par certains industriels et puis, bien évidemment, d'en encourager d'autres. Donc, on s'est focalisé dans un premier temps sur les 30 plus gros préleveurs du département du Puy-de-Dôme, donc c'est-à-dire qui consomment plus de 40 000 m3 par an. Et donc pour ce faire, on a eu un important travail de collaboration avec notamment la Chambre de commerce et de l'industrie du département du Puy-de-Dôme. Baptiste Marie-Catherine pour en reparler s'il le souhaite. Et également donc en interservice. Au niveau de l'association avec la CCI, bien évidemment, elle était incontournable pour quelque part aller déployer la démarche au plus près des industriels, les mobiliser et aider finalement l'État dans la mise en œuvre et le déploiement de ce dispositif. Et côté service de l'État, comme le suivi, si vous voulez, de ces installations relève soit de l'UDDREAL, donc je représente aujourd'hui, soit de la direction départementale de la protection des populations pour tout ce qui concerne l'industrie agroalimentaire pour une grosse partie. Donc il était évident qu'on qu'on puisse travailler ensemble. Donc ce travail interservice nous a permis d'aboutir finalement à une aide, à une matrice qui a été élaborée sous l'égide aussi de la CCI, une matrice qui se présente sous la forme d'un tableau Excel pour permettre et aider les industriels à élaborer ce type de plan d'utilisation rationnelle de l'eau. Et en fait, plus récemment, on va dire ça comme ça, cette démarche que l'on a initiée sur les PUR, elle a été reprise et élargie au niveau régional
par les fameux plans de sobriété hydrique, donc depuis le début de cette année. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a fait quand même un retour d'expérience de l'étiage 2022 qui a été compliqué, qui a été traité de manière assez différente, voire hétérogène en fonction des territoires. Et vis-à-vis des industriels, l'objectif, c'est de pouvoir quelque part harmoniser les contraintes sur l'ensemble de nos territoires. Voilà. Du coup, on a déployé cette démarche de plan de sobriété hydrique, donc qui, on va dire, a vocation à intéresser le plus grand nombre. Alors, je vais vous présenter succinctement là, ce qu'on attend dans un plan de sobriété hydrique. Au final, le contenu, il est très très ressemblant à celui des plans d'utilisation rationnelle de l'eau. Il comporte 3 volets. On a un premier volet qui est le diagnostic vraiment précis de toutes les consommations et de tous les rejets qui vont s'effectuer au sein des installations. Donc là, quelque part, c'est d'avoir la photo la plus précise possible. Et déjà, quand on parle de cela, eh bien, certains industriels s'aperçoivent qu'ils comptent mal, par exemple, ou ils avaient l'impression de compter bien jusqu'à maintenant, et puis en faisant le bilan, ils s'aperçoivent de certaines incohérences. Donc, ça permet déjà de faire un bon état des lieux. Associé à ce diagnostic, on leur demande souvent de visualiser via un schéma hydraulique toute la gestion de l'eau au sein de l'entreprise. Donc, cela va des prélèvements, de qu'est-ce qui se passe, et ensuite, forcément, des éventuels rejets, voire après boucles de recyclage interne ou ce genre de choses. Un deuxième gros volet de ce PSH, c'est le positionnement finalement de l'entreprise par rapport à des critères, à l'état de l'art, ce qu'on appelle chez nous les meilleures techniques disponibles. Alors, un certain nombre de meilleures techniques disponibles existent d'ores et déjà et donc permettent aux industriels de se comparer. Et d'autres sont encore, on va dire, en réflexion, notamment avec un certain nombre de chambres professionnelles. C'est le travail du siège de l'ADREA, de rencontrer ces différentes fédérations pour aboutir à des valeurs un petit peu plus harmonisées également. Donc, le travail continue d'être poursuivi. Là, ici, on demande surtout aux industriels d'aller se positionner vis-à-vis d'un indicateur de production, ce qui permet de s'affranchir également des évolutions liées à des baisses ou à des augmentations de production. Et on parle de consommation spécifique d'eau. Et cela permet ensuite d'aller remonter depuis, par exemple, 2003 ou 2006 ou 2010, un peu plus tard, ce qui a véritablement été réalisé ou pas en termes d'économie d'eau. Et un troisième volet dans ce plan permet de recenser les différentes actions de réduction sur les prélèvements ou d'amélioration de la qualité des rejets, soit donc de manière structurelle, soit ensuite donc de manière conjoncturelle, comme l'indiquait Nathalie Nicolo. Là, je me permets d'insister, pour vous, industriels, on voit bien qu'il y a plus de leviers et de possibilités sur les actions de manière structurelle. C'est vraiment ce que l'on constate au quotidien. Et un des gros intérêts de ce type de plan, c'est d'engager des réflexions sur du moyen terme, du long terme, pour pouvoir aboutir à des économies d'eau. Et vous verrez, M. Thuss, qui est aujourd'hui présent, représentant de la société Candia, pourra vous donner des exemples concrets de ce qui a été réalisé. Donc bref, ce document, et en tout cas, il est évolutif et il a vocation justement à faire ressortir les bonnes pratiques. Je termine peut-être juste sur les bonnes pratiques. Oui, vous me dites. Donc, de toute façon, vous pourrez, je pense, revoir sinon les exposés. Là, j'ai essayé d'indiquer quelques bonnes pratiques qui sont généralisables à différents secteurs industriels. Donc, comme je vous le disais, en premier lieu, de toute façon, l'élaboration de ce type de plan permet vraiment de mieux connaître ce qui se passe en termes de gestion de l'eau au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un atout incontournable. Et j'ai envie de dire, normalement, tout chef d'entreprise est censé avoir fait cette démarche. Ensuite, dans les mesures généralisables d'économie d'eau, ce que l'on voit beaucoup là en ce moment, c'est le remplacement de tours aéro-réfrigérantes par des systèmes beaucoup moins consommateurs d'eau, des systèmes de tours dites sèches, adiabatiques. Et là, les gains sont importants, peuvent aller de 10 à 30%, donc ce n'est pas négligeable. Bon, ensuite, d'agir sur les process, d'optimisation de process, d'aller réduire des fréquences de purge, soit de bacs de traitement, soit de purge de chaudière, etc. Évidemment, chaque installation va avoir ses spécificités.
Également la généralisation de la récupération des eaux de pluie qui peuvent être réintégrées dans certains process, ou par exemple du nettoyage, c'est des choses que l'on voit. Et enfin, bien évidemment, toutes les mesures organisationnelles qui visent à sensibiliser au mieux le personnel dans les économies d'eau qui peuvent être généralisées. Et donc pour terminer là sur cette présentation, on vous a indiqué un certain nombre d'outils d'aide que vous pouvez retrouver notamment sur l'espace internet de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord une trame de plan de sobriété hydrique, donc qui reprend véritablement ce que l'on avait initié au niveau de la matrice sur les purs. Et ensuite, une foire aux questions qui permet également de vous aiguiller sur l'élaboration de ce type de document. Merci beaucoup à toutes les deux. Puis bien sûr, on reviendra certainement vers vous pour affiner ces questions. Nathalie Nicolo, Estelle Poutou. Alors justement, vous avez à de nombreuses reprises évoqué Laurentus. Laurentus, vous êtes arrivé en 2018 à la tête de l'entreprise Candia à Clermont-Ferrand. L'eau, c'était une évidence pour vous et son économie encore plus. La sobriété, vous en avez fait votre affaire dans cette entreprise. Vous êtes inscrit dans la dynamique pure et vous avez mis en place un certain nombre de dynamiques. Alors on l'a vu à la fois pour vos salariés, mais aussi dans votre schéma industriel. On va peut-être d'abord regarder un petit film. C'est l'heure du cinéma. Je vous laisse. Voilà, on va peut-être remettre la petite zappette, parce que vous avez quelques slides derrière. Voilà. Et donc, on va regarder ce film et après, on plante le décor avec vous dans cette usine Candia. On y va. Cette cathédrale de tuyaux, c'est le système de nettoyage automatisé de l'usine Candia à Clermont-Ferrand. Une usine qui traite plusieurs millions de litres de lait chaque année dans des normes d'hygiène très strictes pour la fabrication de beurre et de lait concentré. Pour nettoyer, principalement, on utilise de l'eau, auquel on ajoute soit de la soude, soit de l'acide, et on envoie ces mélanges d'eau plus soude ou d'eau plus acide dans toutes nos tuyauteries, dans toutes nos tanks, dans tous nos pasteurisateurs, afin de les laver. Et tous les débuts de production sont contrôlés également. Il y a 4 ans, un audit interne sur la consommation d'eau a ciblé les investissements à faire pour réaliser 40% d'économies. Typiquement, cette instrumentation nous a permis de travailler sur nos lavages. Ces sondes et ces capteurs de précision ont été installés sur les 2/3 des machines. Accompagnés d'un logiciel de calcul, ils permettent de rationaliser les débits d'eau. Chaque nettoyage, lorsqu'il est fait à la main de l'opérateur, il est remonté sur ce logiciel et il va aller se comparer à l'étalon que l'on a choisi. Pour économiser, il faut analyser. Pour analyser, il faut mesurer. Et donc ce moyen-là a été le principe de mesurer la totalité de ce qu'on consommait et de pouvoir optimiser derrière tout ce qu'on allait pouvoir économiser. Ces profonds changements n'ont été possibles qu'avec la mobilisation collective de l'ensemble des salariés qui offrent par là même un bel exemple à suivre pour les autres usines du groupe Sodial. Nos chiffres attisent la curiosité et on a pas mal d'autres usines du groupe qui viennent voir ce qu'on a fait et qui même sont en train d'installer ce logiciel. Et je pense que toute l'usine en est fière, qu'on parle de Candia Clermont bien. Le PUR, le plan d'utilisation rationnelle de l'eau, signé avec la Chambre de commerce et d'industrie et la préfecture du Puy-de-Dôme, a donc permis ici de réelles économies d'eau et d'argent. Il est ainsi possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et même de l'humour en plus à Candia. Donc effectivement, on va voir un petit peu avec vous comment est-ce que vous avez mis en place tout cela et quels sont aujourd'hui les effets sur l'entreprise, mais aussi sur vos salariés. Bonjour tout le monde. Déjà, je me présente. Je m'appelle Laurentus et je représente l'usine de Candia Clermont. Cette usine qui fait partie du groupe Sodial a 2 activités. Donc une fabrication de beurre, environ 35 000 tonnes par an, que vous pouvez trouver en France, mais aux 4 coins du monde, beaucoup dans les pays asiatiques. Et on a aussi une activité de gestion. On est un hub de lait pour le groupe Sodial, pour la région sud. Et donc, grosso modo, on reçoit du lait, on le concentre, on le réexpédie. Donc, 80-90 millions de litres de lait par an. Et ça fait aussi 90 millions de litres de crème par an. Donc, ça fait quelques camions.
Voilà, et on emploie 160 personnes. Et on est situé au nord de Clermont, au bord de l'autoroute. Voilà. Alors, on l'a vu, quand vous êtes arrivé, vous avez demandé un audit parce que vous avez été un petit peu effaré par les chiffres qui vous étaient présentés en matière de consommation d'eau. Alors, mesdames ont parlé tout à l'heure de 2003. En 2003, j'étais dans les Vosges. Et en 2003, j'ai failli arrêter l'usine de produits frais que je dirigeais. Donc, peut-être ça m'a servi de révélateur, j'en sais rien, mais cette usine dans laquelle je travaillais dans les Vosges, on s'y est mis et on a divisé par 2. 50%. Et quand j'arrive fin 2018 à Clermont, un directeur d'usine, quand il arrive, il regarde tous ces chiffres. Et quand j'ai regardé les mètres cubes d'eau par tonne, je me suis dit, oulala, faut faire quelque chose. Donc je connais une start-up avec laquelle j'ai déjà travaillé. Je l'appelle et il me fait un audit de 2 semaines en 2019. Il me dit, Laurent, moins 40%, c'est jouable. Je lui dis, si tu me dis moins 40, c'est qu'on peut faire mieux. Et donc on a monté notre dossier. On a monté parce qu'effectivement, il fallait mettre un peu d'argent, il fallait un peu de ressources. On a pris contact aussi avec Monsieur Penaud, que je ne remercierai jamais assez. Et donc on a monté notre dossier. Sodial, c'est gros, donc il faut un peu de temps, il faut convaincre les gens, la qualité, l'environnement. Et effectivement, donc quand on dit à Clermont en 2019, c'est 330 000 m3 d'eau par an, pas loin de 1000 m3 par jour. Et donc on a monté un dossier dans lequel on va chercher moins 40% d'ici fin 2023. Donc on y sera, fin 2023 on y est, on est à 200 000. Donc ça fait 130 000 m3 d'eau économisée. Et en cours de route, on a découvert d'autres choses. Donc on est en train de redéposer un dossier. Et on se dit qu'on a encore pas mal de mètres cubes à aller chercher. Horizon 2026, 130 000, je pense. Donc on a encore du travail. On a aussi des décrets qui sont en train de changer. Donc on a un concentrateur de lait. Donc on est en train de travailler sur la récupération des eaux de concentration, alors qu'on appelle vulgairement eau de vache ou CML, eau de concentration de matière laitière, parce que les décrets sont en train de paraître. Donc on est en train de travailler sur la réutilisation de cette eau. Voilà pour le cadre. C'est moi qui avance peut-être. C'est vous qui avancez. Je peux parler pendant 2 jours. Vous avez la zapette. Voilà. Alors c'est une présentation que j'ai faite pour mes patrons. Donc il y a peut-être beaucoup de chiffres. Je ne vous commenterai pas tous les chiffres. On est aussi dans un groupe dans lequel il faut faire sa place, dans lequel il faut montrer ce qu'on fait. Donc ça aide aussi. Donc 330 000 m3 par an et également inclus dans le programme 460 tonnes de soude et 200 tonnes d'acide nitrique. À date, l'acide nitrique, on a quasiment divisé par 3. Ça fait quand même de la pollution en moins. Et un petit descriptif, c'est 3 Sclandia Clermont, c'est 150 000 lavages par an, avec des stations de NEP. Un NEP, c'est nettoyage en place. Donc c'est une belle cathédrale, comme a dit le monsieur dans cette vidéo. Et Sodial également, maintenant tous les groupes sont engagés dans une démarche RSE, et notre démarche s'inscrit pleinement dans cette démarche. Évidemment, le prérequis, c'était d'améliorer la qualité, même pas de la garder standard. Il fallait, on peut pas baisser notre qualité, surtout qu'on va beaucoup à l'export et on a des critères assez élevés. Donc audit avec une start-up à côté de Reims, 40%, donc qui me dit plusieurs axes majeurs. Donc des eaux de lavage à récupérer, des investissements à mettre en place. On a investi environ 650 000 €, donc il fallait aller chercher au sein du groupe. Mais bon, ça a été compliqué, mais c'est passé. Donc audit, récupération d'eau de lavage, mise en place d'un logiciel. Ces startups possèdent un logiciel qui est très bien, que j'avais mis en place dans un autre site et qui permet de remonter les informations des lavages en temps réel. Mais pour mettre en place ce logiciel, il faut mettre des outils de mesure. Vous avez vu sur la vidéo, il faut des débitmètres, des résistivimètres. Il faut l'autorisation de la DSI pour avoir un tuyau qui sort de l'entreprise. Donc tout ça c'est fait. Vous pouvez le voir sur la courbe bleue. Les managers maintenant reçoivent tous leurs lundis sur 8 heures sur leur ordinateur leur consommation.
Voilà ce que je peux vous dire. Donc récupération d'eau de lavage pour la première, le lavage suivant, donc des cuves, etc. à mettre en place. Et beaucoup d'optimisation, comme on met un logiciel qui enregistre tous les lavages, et ben on a travaillé sur ces lavages, on a travaillé beaucoup sur le rinçage, et notamment avec la qualité sodiale, avec différents services qualité pour définir qu'est-ce que c'est un circuit bien rincé. On est en 2023, les techniques évoluent, donc on a mis en place par exemple des résistivimètres haute précision. En haut à gauche, ce qui est important, c'est nos courbes de lavage, que maintenant tous les opérateurs ont. Alors Candia Clermont, c'est une usine assez automatisée. Les pilotes ont pas mal d'écrans sur leur station, et maintenant donc ils ont un écran de plus et visualisent leur lavage. Donc le but du jeu, donc vous voyez très bien sur ce lavage. Alors j'ai pas de souris, mais vous voyez très bien le lavage soude et le lavage acide derrière. Donc il a fallu créer des courbes étalons, les qualifier, et maintenant l'opérateur s'assure qu'il respecte sa courbe étalon. Vous voyez différentes courbes qui sont reçues par les managers en bas à gauche. Alors une chose importante, c'est quand vous arrivez dans une usine, c'est ce qu'il y a marqué en haut à droite sur la diapo, forcément les gens vous regardent de travers, c'est à nouveau celui-là, et quand vous sortez un projet d'économie d'eau, en 2020, personne ne peut contester ce projet. Donc ça permet de mettre l'usine dans un bel élan. Au début, 40%, t'es fou, tu n'y arriveras pas. Je dis si, on va y arriver. Et on y est, et je pense qu'on en est fiers, tout le monde en est fier, et ça, faut pas se leurrer. On a bien utilisé le CAPEX, donc ça permet d'en avoir d'autres. Voilà. Les difficultés rencontrées, je vous en ai parlé. J'ai pris le monoautomaticien débordé, donc j'ai pris un apprenti sur 3 ans. Alors le Covid ne nous a pas aidés, c'est clair. Le Covid nous a fait perdre 1 an. Définition d'une installation bien rincée. J'ai bousculé la qualité sodiale dans son libre des NEP. Donc on a fait évoluer à Clermont les critères de lavage. Voilà. Bon, j'ai mis forcément un petit article parce qu'on aime bien être dans la montagne de temps en temps. Ça nous fait de la pub. Et donc, vous voyez les autres villes cumulées, 2019, 330 000 et 206 000 en 2022. Et vous voyez, on sera à 200 000. On a perdu un peu de temps cette année parce qu'on a d'autres projets. Et le ratio qui est important, c'est que, voilà, celle-là, j'aime mieux, elle est plus simple. Donc en 2019, on était à 7,28 mètres cubes d'eau par tonne de produits fabriqués. En 2018, on était au-dessus de 8. On est à 4,41. On y sera. On y sera cette année en mètres cubes d'eau par tonne de fabriqués. On est en train de faire le budget de l'année prochaine. On va passer sous les 4. Normalement, on va passer sous les 4 l'année prochaine. Bon, cette courbe, elle est plus simple que les autres. Voilà. Ça, c'est la soude. On a pris un peu de retard sur la soude parce que dans les usines, de temps en temps, on fait des conneries. Donc, on va cette année, on est en retard, mais on sera à moins 30%. Et vous voyez, le tonnage d'acide nitrique qui est passé, on sera à 70 tonnes, on vient de 200 tonnes. Voilà. Objectif 2028, vous voyez les courbes qui continuent en acide. Encore, on va aller chercher 40 tonnes, on doit arriver à 40. Ces chiffres, on doit les tenir 2026. On s'est mis 2026, je pense que c'est peut-être plutôt 2027, parce que depuis, on a d'autres investissements qui nous monopolisent. Et l'objectif, 126 000, 130 000 cubes en 2026, c'est tenable. C'est tenable, c'est compliqué, on a encore plein de choses. Donc normalement, je disais tout à l'heure qu'on a un évaporateur qui concentre l'air un peu plus de 3 fois. Donc il faut qu'on récupère ce qu'on appelle ces eaux de vache pour les envoyer ailleurs. Et 2, il faut qu'on améliore. Alors c'est assez technique, un concentrateur de lait, c'est très fragile. C'est une Formule 1, mais il est lavé pour moitié en eau perdue et ça nous fait mal. Donc on est en train de chercher des techniques pour laver en CIP, en eau récupérée.
Voilà, je ne sais pas si je vais trop vite, pas assez. C'est absolument parfait, vous êtes complètement dans le timing. Voilà. Et puis surtout, ça donnera certainement des idées de questions, parce que dans tout ce que vous avez dit, vous avez parlé de collectif, vous avez parlé effectivement de mesures à prendre. Ça permettra certainement à la salle de rebondir. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une harmonie. Vous vous connaissez tous, vous vous entraidez. Et justement, on parlait de la CCI il y a quelques instants, Baptiste, Marie-Catherine. On voit que la CCI est aussi un pivot, alors dans le Puy-de-Dôme comme dans l'Allier d'ailleurs, pour pouvoir accompagner ces entreprises. Et c'est ce que vous allez nous présenter d'ailleurs, cet accompagnement que vous avez mis en place, parce qu'il y a de réels besoins aujourd'hui, des réelles demandes, et peut-être aussi de réels doutes sur la façon de faire. Donc inciter les entreprises aujourd'hui à la sobriété, c'est votre travail. Vous êtes conseiller développement durable à la CCI du Puy-de-Dôme. Oui. Tout le monde m'entend ? Oui. Oui, bonjour à tous. Alors oui, la CCI du Puy-de-Dôme a été une CCI assez pilote sur la thématique de l'eau. Par des raisons, le Puy-de-Dôme est un territoire à fort enjeu, avec la réputation du château d'eau de la France qui est quelquefois pas tout à fait avérée. Donc l'ensemble des acteurs se sont concernés et s'est mis en ordre de marche. Donc là, très rapidement, pour vous montrer, alors ça sort un peu de mon intitulé, mais la CCI a également mené des études en 2021 avec 425 entreprises interrogées sur le territoire, dont 62% déclaraient avoir un usage professionnel de l'eau, 96% utilisaient l'eau d'adduction communale, 7% pour l'instant de l'eau de recyclage et 7% issus du stockage de captage privé. Donc lorsqu'on regarde la répartition des besoins annuels en eau par secteur d'activité, alors on voit que c'est l'industrie qui représente la plus grande partie d'eau professionnelle et à usage économique. Et on voit également que c'est plutôt des grosses structures. Donc on verra plus tard que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on a des volumes relativement importants par structure. L'avantage, c'est que du coup, on peut faire des plans de retour sur investissement. En tout cas, l'eau commence à ces volumes-là à avoir une valeur relativement économique et une valeur réglementaire, puisque l'ensemble de ces activités est quand même très encadré par les services de l'État. Donc à l'issue du travail qui a été mené avec l'ADREAL et la DDPP, la matrice qui a permis de faciliter les entreprises dans l'élaboration de leur plan d'utilisation rationnelle de l'eau, on s'est interrogé avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors pour les gros consommateurs, c'est ceux qui ont plus de 40 000 m3 d'eau, il y a des dispositions, il y a un suivi, il y a des actions qui sont mises en place. Et pour ceux qui sont de taille beaucoup plus modeste, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on a signé une convention pour informer et sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de l'eau et les faire monter en compétences, puisqu'on est dans une cible en entreprise où peut-être le critère réglementaire est un peu moins fort que pour des grands groupes. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, de quasi-formation en fait sur la notion de la ressource en eau. Ensuite, il y a évalué à l'échelle de l'entreprise les enjeux liés à l'eau. Donc là, on regarde un peu globalement, enfin un 360 de la ressource en eau sur l'échelle du site, à la fois la valeur réglementaire, les consommations, les rejets et les actions mises en place. Et enfin, on aide les entreprises à mettre en œuvre des actions, que ce soit par du conseil ou l'orientation vers des dispositifs d'aide. Donc les dispositifs qui sont mis en place par notre partenariat avec l'agence de l'eau à leur communication, on a déjà fait plusieurs actions collectives par le biais de webinaires, mais également vie d'entreprise, puisque quand on parle d'eau, la notion de retour d'expérience est très importante, et il n'y a pas mieux qu'un industriel pour aider un autre industriel à améliorer ses pratiques. Donc le pré-diagnostic eau, c'est ce que je vous ai expliqué, on va regarder vraiment tout ce qui est en lien à l'eau à l'échelle de l'entreprise, les accompagnements, si jamais l'entreprise, ça peut arriver, ça arrive même assez régulièrement, à une question spécifique, et enfin les dispositifs d'aide. Donc quelle méthode utiliser ? Alors j'ai envie de dire, on ne change pas ce qui a marché par le passé, donc on s'inspire principalement de ce qui a été fait pour les plans d'utilisation rationnelle de l'eau et les plans de sobriété hydrique. Donc on regarde l'engagement, ça c'est très intéressant, c'est pourquoi l'entreprise souhaite se lancer dans des économies d'eau. Alors autant pour des grandes entreprises, l'enjeu réglementaire ou tout simplement RSE est important. Pour des structures plus modestes, c'est la prise de conscience environnementale qui ressort. Donc beaucoup d'entreprises ont conscience que cette eau, elle ne vient pas de nulle part, elle est quelque part, il faut l'économiser.
Ensuite, on regarde les approvisionnements, quel type de ressources, donc ça peut être, comme je vous disais, l'alimentation d'eau potable, mais ça peut être également le milieu naturel, les rejets. Voilà, on en profite aussi pour faire un point sur la réglementation en vigueur. La gestion de l'eau, alors Monsieur Thuss l'évoquait, l'indicateur de consommation d'eau à production équivalente est très intéressant. Alors, ce n'est pas l'apanage des grands groupes. Les petites PME sont tout à fait capables de voir à peu près combien de volume d'eau il faut par unité de production. Par contre, après, c'est le suivi et l'évolution de ce ratio qui est intéressant. Donc là, on agit là-dessus. La vapeur également, qui est un poste, lorsque l'entreprise a des process générateurs de vapeur, ce n'est pas anodin. Et on en profite aussi pour faire une petite passerelle sur l'énergie, puisqu'on est dans l'entreprise, autant en profiter. L'indicateur de performance et enfin les plans d'action. Donc tout ça est possible grâce à notre partenariat avec l'Agence de l'eau et ça permet d'avoir une idée assez générale et assez globale de l'eau dans l'entreprise. Donc, comme je vous disais, les raisons de l'engagement, alors la conformité réglementaire, la demande à être mise en réseau, ça c'est aussi une raison qui arrive assez régulièrement. Comme je disais, il n'y a pas mieux qu'une entreprise pour conseiller une autre entreprise, et beaucoup d'entreprises ont contacté la CCI pour rencontrer des gens, et notamment d'autres industriels. Prioriser les actions, puisque beaucoup de dirigeants ont une idée un peu près claire et savent ce qui est possible de faire, mais c'est le dimensionnement et la priorité d'action, la hiérarchisation, là où ils demandent un avis. Et enfin, connaître les différentes modalités d'aide et d'accompagnement avec les partenaires. Donc ce partenariat est relativement récent puisqu'il date de décembre 2021. Donc à l'époque, tout ce qui était PSH n'était pas apparu, donc ça a permis aussi de faire un point sur ce nouveau dispositif. Donc point sur les accords de convention de déversement, ça arrive assez facilement. Déploiement des pompes à vide, ça c'est la partie un peu technique, mais on se rend compte que beaucoup d'industriels, régulièrement en tout cas, le sujet est mis sur la table. La gestion des priorités, l'accompagnement des PSH, et enfin les installations de récupérateurs de chaleur, à la fois pour la partie énergétique, mais en même temps pour optimiser la création de la vapeur et limiter les pertes. Voilà. Et après, différentes demandes ponctuelles. Donc voilà les différentes actions menées par ce partenariat. Alors là, j'ai principalement évoqué les actions individuelles, mais également des actions collectives pour répondre à cette demande à être mise en réseau. Justement, peut-être qu'on les verra tout à l'heure, ces questions autour de ces PSH et puis peut-être des chefs d'entreprise qui souhaiteront vous interpeller quand on a plusieurs entreprises. Comment justement travailler sur ces PSH, comment insuffler aussi cette envie. Alors ces questions, justement, cet accompagnement, et je me tourne vers l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, de ces acteurs vers la sobriété, c'est une question dont vous êtes emparé naturellement. François Penaud, vous êtes chargé d'intervention spécialité industrie. Et puis Julie Gaëlle Verdicchio, vous êtes chef d'études industrie. Alors justement, on va regarder un petit peu, peut-être prendre un peu de hauteur aussi par rapport à ce territoire et puis parler aussi d'un appel à projet qui pourrait faire résonance dans cette salle. Tout à fait, oui. Alors par rapport à ce qui a pu être présenté déjà ce matin lors de la plénière pour ceux qui étaient présents ou par les collègues de la DDT et de la DREAL, moi je tenais déjà dans un premier temps à reposer le contexte avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet des actions qui peuvent être accompagnées par l'Agence de l'eau. Donc déjà un rappel sur les grands défis environnementaux afin d'atteindre le bon état des eaux d'ici 2027. Ça, c'est quelque chose que nous impose l'Europe par rapport à la DCE. Et puis il y a aussi, on en a entendu beaucoup parler ce matin, pouvoir s'adapter. Maintenant, on ne parle plus de changement climatique, mais de dérèglement climatique. Alors normalement, je ne sais pas, il devait y avoir des animations. Excusez-moi, je les défile tout de suite, ça sera plus simple. Donc là, en fait, on va dire, 3 outils principaux au niveau de l'agence pour pouvoir relever ces grands défis. Alors on a un outil qui est plutôt un outil de diagnostic qui est l'état des lieux. Donc le dernier état des lieux date de 2019. Il est en cours de révision pour qu'on puisse le mettre à jour pour 2025. Donc là, la carte que vous avez au milieu de la diapositive, c'est une carte issue de cet état des lieux qui montre l'état écologique des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne. Donc en effet, cet état n'est pas déterminé que par les pressions qui sont liées au prélèvement, que ce soit prélèvement direct ou pour faire de l'eau potable.
voilà, il y a différentes pressions qui sont exercées qui déterminent cet état. Ce qu'il faut surtout retenir, et je pense qu'il est important un peu pour contextualiser, c'est de savoir qu'il y a quand même que 24% des cours d'eau sur notre bassin qui sont en bon ou très bon état écologique. Voilà, donc déjà ça montre encore l'effort qui reste à faire. Et ensuite, on a deux grands outils plus opérationnels qui sont le schéma d'aménagement directeur des eaux qui a été adopté récemment, qui court la période 2022-2027, si je ne me trompe pas. Et on a aussi un plan d'adaptation au changement climatique qui est en cours de révision. Donc là, il va y avoir une révision. Mais on a aussi un gros travail là qui s'initie au niveau de l'agence et avec nos instances. Je crois que M. Morard en a parlé ce matin, pour mettre en place une stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Alors les conséquences du dérèglement climatique, on en a déjà parlé ce matin, mais je pense que c'est aussi quand même important de le rappeler parce que l'eau est l'un des principaux marqueurs du changement climatique. On le constate tous, et notamment l'été dernier et encore cet été, même si on pourrait dire que les épisodes de sécheresse ont été moins longs ou moins intensifs, on a quand même eu des épisodes assez extrêmes, avec d'un côté des sécheresses qui sont de plus en plus longues et de plus en plus intenses, et d'un autre côté des précipitations qui sont de plus en plus extrêmes, fréquentes et intenses. Et on en a eu la preuve justement récemment, cette semaine, et notamment nous sur Orléans, où on a eu, alors j'ai plus en tête les chiffres de ce qui est tombé en quelques heures, mais avec aussi mon collègue me dit ça me donne pas la lame d'eau qui est tombée, mais voilà, des conséquences quand même assez importantes avec des inondations. Les chiffres qui sont donnés en dessous chaque bulle, en fait, sont des chiffres, on va dire, c'est des moyennes par rapport au bassin Loire-Bretagne. On constate que les sécheresses, ça engendre quand même 1,6 degré de plus au niveau des températures de l'eau, donc ce qui entraîne une eutrophisation et surtout une évaporation plus importante de l'eau. Et donc, conséquence aussi, une diminution des débits de nos cours d'eau. Et comparativement, lorsqu'on a des épisodes de précipitations extrêmes, ça entraîne un lessivage des sols. On sature aussi nos réseaux d'assainissement, ce qui engendre aussi par endroits dans des villes des inondations. Et du coup, on augmente la pollution qui est rejetée au milieu. Voilà. Et par contre, comme ces pluies, on va dire qu'elles ne sont pas des pluies qui sont efficaces parce qu'elles sont trop intenses et qu'elles n'ont pas le temps, on va dire, vraiment de s'infiltrer, ça a un impact aussi sur la recharge de nos nappes. Donc tout ça cumulé, on a une baisse d'acceptabilité des milieux vis-à-vis de nos pollutions et donc des conséquences directes sur les populations et tous les usagers. Alors là, je voulais aussi illustrer, là, parce qu'on est plus en lien. Alors c'est toujours une carte qui est issue de l'état des lieux, mais ça c'est la carte qui montre le risque de non-atteinte du bon état, et là par contre causé par les prélèvements sur les masses d'eau. Voilà, donc toutes les parties qui sont en marron, comme vous en doutez, c'est les zones qui sont en risque de non-atteinte, et en bleu, où il n'y a pas de risque. Alors pour autant, et là je le dis à chaque fois que je présente cette carte, ce n'est pas parce qu'on est en bleu qu'il ne faut pas agir. Après, il y a peut-être des priorités d'action, en effet, à mettre sur les territoires qui sont en marron. Mais je rappelle que cette carte est issue de l'état des lieux 2019, donc il faudra qu'on voit en 2025, quand les cartes seront réactualisées, si le tableau est un peu plus noirci ou pas, ou s'il y a une amélioration. Ce qu'il faut retenir, moi je pense que voilà, quand on monte les deux cartes que je vous ai présentées, c'est surtout les chiffres. Tout à l'heure, je vous disais 26% de nos cours d'eau qui sont en bon état ou très bon état. Sur le bassin, on a quand même 54% de nos cours d'eau qui risquent de ne pas atteindre le bon état en raison de la pression qui est exercée par les prélèvements sur les cours d'eau ou en nappe libre. Donc c'est quand même un chiffre qui est quand même assez conséquent. Alors là, je vais passer très vite parce que ça a déjà été présenté surtout sur votre territoire. Alors moi, j'avais mis en fait, mais comme ça, vous pourrez, je pense que les diaporamas vont être mis à disposition. Vous pourrez re-regarder. Moi, je vous ai fait un état des lieux des prélèvements, mais surtout le bassin Loire-Bretagne avec les différents types d'usagers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les prélèvements industriels directs milieu naturel, ça représente un peu plus d'1,5 milliard de mètres cubes par an, dont 1,4 milliard pour l'industrie énergétique. Voilà, donc on voit que l'industrie énergétique pèse énormément dans les prélèvements milieu.
Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup d'industriels consomment aussi de l'eau potable. Donc ça représente 81 millions de mètres cubes. Alors c'est aussi des données qui sont issues de nos redevances. Et là, c'est pour la période 2021-2022. Donc on est quand même à 351 millions de mètres cubes d'eau prélevés chaque année pour l'industrie, hors industrie énergie. Parce que, voilà, pour le chiffre, je voulais enlever parce que comme c'est quand même assez prépondérant au niveau des prélèvements, voilà, c'était mieux de pouvoir enlever cela. Là, c'est la répartition des consommations en eau par secteur d'activité. Donc, on voit qu'un peu plus de 80 millions... Alors, ça ne va pas vous étonner, on est comme un bassin où on a beaucoup d'industries agroalimentaires. Et donc, on a plus de 80 millions de mètres cubes qui est consommé par l'industrie agroalimentaire. Et environ 43 pour les activités de fabrication, transformation de papier et carton. Voilà, c'est vraiment les deux grosses activités les plus consommatrices, mais parce que c'est représentatif aussi, ça ne veut pas dire que voilà, ils consomment beaucoup et que ce sont des... c'est pas bien ce qu'ils font, mais ça c'est représentatif de l'activité qu'on a sur notre bassin. Alors une fois qu'on a posé, on va dire, le contexte et le constat, comment nous on agit à l'Agence de l'eau. Donc on a un programme d'intervention en fait qui va donner les grandes politiques d'aide et d'orientation. Donc là actuellement on est sur le 11e programme d'intervention, on est presque sur sa fin puisqu'il s'achève fin 2024. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le 11e programme d'intervention de l'agence était... 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros sur 6 ans, dont environ 120 millions d'euros étaient destinés aux acteurs économiques non agricoles. Sur ces 120 millions d'euros d'aide, mais là mon collègue vous détaillera un peu plus en détail après, on intervenait bien sûr dans la lutte contre les pollutions, dans les économies et le partage de l'eau, bien sûr, hein, c'est le sujet de l'atelier de cet après-midi, mais également, alors même si les industriels peuvent être un petit peu moins concernés, mais je pense qu'il y en a quand même qui peuvent l'être, sur tout ce qui est restauration des milieux aquatiques et préservation de la biodiversité. Donc là, actuellement, on travaille au siège à l'Agence de l'eau sur notre futur programme, le 12e programme d'intervention. Et en effet, le volet sobriété et gestion quantitative va être un gros chapitre en fait, de notre programme. Et parallèlement, parce que ça se complète en fait, c'est pas parce qu'on a mis en place un plan de résilience qui répond au plan haut du gouvernement, on a toujours notre 11e programme. On a mis en place un plan de résilience qui a été adopté au mois de mars de cette année par nos instances, avec 100 millions d'euros d'aide supplémentaires pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de résilience. Donc, comme vous l'a dit Valérie Morac, directeur général adjoint de l'agence, le plan de résilience, c'est 5 grands axes. Donc, il y a la résilience des milieux, donc qui peut concerner en effet les acteurs économiques, et notamment, par exemple, dans l'infiltration des eaux pluviales à la source. Ça, c'est des volets où, enfin, nous, on constate en tout cas que les industriels sont peut-être un peu moins présents et ont peut-être moins le réflexe de penser à la gestion intégrée des eaux pluviales. Ensuite, il y a le deuxième axe, alors qui nous concerne aujourd'hui, c'est la sobriété des usages. Donc ça, voilà, vous avez des exemples en dessous, mais vous connaissez très bien pour le domaine industriel, hein, tout ce qui est changement de process, recyclage des eaux, etc. Le partage de la ressource qui ne vous concerne pas directement, mais qui est un volet qui est très important, puisqu'il va falloir qu'on puisse définir des volumes prélevables et répartir ces volumes pour les différents usagers. On a un axe aussi sur le retour à l'équilibre des masses d'eau en déficit. Donc c'était justement les zones marron que je vous présentais tout à l'heure sur la carte, où là, en dernier recours, il va peut-être falloir qu'on envisage la substitution de prélèvements sur des prélèvements qui sont impactants par d'autres ressources, et tout ce qui concerne la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable. Maintenant, je laisse ma parole à mon collègue pour vous présenter un peu plus en détail le plan de résilience. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc, François Penaud, je suis chargé d'intervention spécialisée à la délégation Allier-Loire-Amont, qui est basée à Landes, juste à côté de Clermont-Ferrand. Donc je vais vous présenter en détail les appels à projets qui peuvent concerner les acteurs économiques. Et en premier lieu, l'appel à projet qui concerne la sobriété des usages, qui est destiné à inciter les acteurs économiques, mais également les collectivités,
à s'engager dans une sobriété et à donc faire des économies d'eau. En essayant de mettre en place la stratégie, on essaye de réduire au maximum sa consommation d'eau, donc en améliorant ses pratiques, en améliorant ses process. On recycle, en deuxième lieu, on essaye de recycler des eaux qui étaient perdues jusqu'à maintenant, et puis après, éventuellement, on essaye de réutiliser des eaux non conventionnelles, des eaux traitées, voilà. Donc la priorité de cet appel à projet, c'est bien la réduire des consommations d'eau sur tout le bassin, hein, ça concerne tout le bassin Loire-Bretagne. Voilà. Il est doté d'une enveloppe financière de 30 millions d'euros. Ce sont des actions qu'on qualifie par rapport à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique d'actions sans regret et qui sont préalables à toute autre action, notamment par rapport à les actions de réduction de la consommation d'eau. Entre les taux d'aide, donc dans le cadre de cet appel à projet, les taux d'aide ont été bonifiés par rapport à l'application de notre 11e programme classique, je dirais, puisqu'on est passé à des taux d'aide de 50% jusqu'à 70% pour les études, les travaux et également des actions de communication, d'animation dans le cadre d'opérations collectives de réduction des consommations d'eau. Avec éventuellement aussi une bonification de 10% quand on est sur des zones de répartition des eaux. C'est donc là c'est des zones sur lesquelles il y a un déficit quantitatif qui est constaté. Sur le territoire de la délégation Allier-Loire-Amont, ça doit concerner une vingtaine ou une trentaine de communes dans l'Allier, plutôt sur le nord de l'Allier. Voilà, donc là c'est un appel à projet. Vous voyez, jusqu'à maintenant, l'agence de l'eau a attribué entre 1,5 et 6 millions d'aides par an et depuis 2019. Et le but, c'est d'aller plus loin et d'encourager les industriels à aller toujours plus loin. Je voudrais également insister sur les études, parce que c'est quand même là un point très, très important. Donc c'est aussi une des conditions d'éligibilité aux aides de l'agence de l'eau, c'est que les projets qui sont proposés pour un financement soient définis dans le cadre d'une étude, et c'est même un outil indispensable. Quand un industriel souhaite s'engager dans une démarche de sobriété, à mon avis, l'essentiel, c'est d'avoir des études technico-économiques solides qui lui permettent, de bien savoir quelles sont ses consommations d'eau et où elles sont consommées, ces eaux, de se comparer. Effectivement, on rejoint un petit peu la philosophie des PSH, de se comparer avec des référentiels, et puis après d'établir un programme d'action pluriannuel, hiérarchisé, qui pourra après être décliné et sur lequel des aides pourront être sollicitées auprès de l'agence de l'eau. Donc, je l'ai déjà dit, donc le budget, l'enveloppe budgétaire affectée à ce projet, c'est 30 millions d'euros. Ça concerne à la fois des démarches individuelles ou des opérations collectives, et elle concerne des maîtres d'ouvrage pour le public et privé non agricoles. On a un coût de référence pour nous permettre de juger de l'efficacité et du bien fondé des actions qui nous sont proposées, de 20 € par mètre cube économisé. Et l'objectif annoncé, c'était en gros de financer 200 projets individuels collectifs et d'économiser sur le laps de temps 3 millions de mètres cubes d'eau. Alors, quand tout ça n'est pas possible et qu'on souhaite revenir à l'équilibre des masses d'eau, l'objectif, c'est d'essayer d'aller voir s'il y a possibilité de substituer les prélèvements en allant chercher des ressources peut-être moins fragiles, et éventuellement de réutiliser des eaux non conventionnelles en remplacement des prélèvements existants pour d'autres usages. Donc, là, les taux d'aide sont de 50%, que ce soit pour les études et les travaux. Alors attention, la vigilance, c'est qu'il ne faudrait pas non plus qu'en essayant de mettre en place ces solutions, on impacte
les milieux naturels, que ce soit par rapport à la consommation d'eau ou également si on fait un recyclage et une réutilisation de ces eaux usées en provoquant une baisse des débits d'étiage dans les cours d'eau qui sont déjà fragiles. Alors très rapidement pour les autres appels à projets, dans le cadre du plan de l'appel à projets renaturation des villes et villages, il y a des possibilités aussi d'accompagner la gestion intégrée des eaux pluviales. Souvent les sites industriels sont des sites importants avec beaucoup de surfaces imperméabilisées. Et là, l'objectif, c'est d'essayer d'infiltrer au plus près d'où elles tombent les eaux pluviales dans des espaces végétalisés. Donc là, des modalités qui peuvent monter jusqu'à 70%, enfin des taux d'aide jusqu'à 70%, un coût plafond de 110 € par mètre carré déconnecté. Et puis, dernier appel à projet, c'est également tout ce qui concerne la restauration des milieux aquatiques. Éventuellement, là, c'est concerne plutôt des grands sites sur lesquels il y a des cours d'eau qui traversent le site ou des zones humides qui sont présentes, donc avec des taux d'aide de 70 à 80%. Et puis, résilience des milieux, restaurer donc les milieux aquatiques, j'en ai parlé, on me demande d'accélérer, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Lutte contre les pollutions, donc il faut savoir que malgré tout l'agence de l'eau a toujours des modalités dans le cadre de son 11e programme pour accompagner les maîtres d'ouvrage à réduire leur pollution, que ce soit des macropolluants ou des micropolluants, donc avec des taux d'aide qui varient de 30 à 70%. Alors attention, pour ce qui est des taux d'aide pour les industriels, il y a un règlement européen qui concerne j'ai perdu le terme, l'encadrement européen des aides publiques qui font que dans certaines conditions, les grands groupes ne peuvent pas bénéficier de plus de 40% d'aide, 50% pour les moyennes entreprises et 60% pour les petites entreprises. Voilà, je crois que j'en ai fini. Donc nos dispositifs sont disponibles sur notre site et des redevances et sont déclinés dans différents documents, donc que ce soit notre 11e programme ou dans le plan de résilience. Voilà une petite carte qui présente la répartition des chargés d'intervention industrie sur le bassin Loire-Bretagne. Donc avec sur le bassin Loire-Bretagne 2 intervenants, moi et mon collègue Bruno Texier qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Penaud. Ben justement, ça nous laisse 20 minutes pour revenir peut-être plus en détail sur tout ce que vous avez pu entendre. Alors, un micro va circuler. La jeune femme présente ici va vous l'amener. N'hésitez pas à lancer la première question. Beaucoup de richesse dans ce qu'on a entendu. Peut-être aussi des questions sur la mise en œuvre de cette sobriété dans les usages industriels. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Apparemment non. Si. Ah, si. Merci. Bonjour, Olivier Barrault. Je dirige le cabinet Elodis International. On est spécialisé dans les actions d'économie d'eau et notamment sur les NEP. Donc, ce qu'a présenté M. Thues était très intéressant. La question que je me pose, c'est, vous avez parlé d'un investissement de 650 000 €, ce qui est très conséquent sur une NEP existante pour l'équiper. J'ai compris que ça comprenait beaucoup d'instrumentation, du logiciel, mais j'imagine que vous avez fait des modifications également, peut-être pour faire des récupérations d'eau, pour faire optimiser, on va dire, ce qui était en partie perdu sur cette installation existante. Oui, j'ai bien résumé. On a créé même une NEP supplémentaire. Oui, on a créé une NEP supplémentaire. Déjà, ça fait une bonne partie de l'investissement parce que tous mes pasteurisateurs étaient lavés en eau perdue. Donc, les choses importantes, c'est mes techniciens. Une NEP, c'est pas compliqué, hein, si on schématise. Et c'est mes techniciens qui l'ont fait eux-mêmes, hein, sans faire appel à un cabinet donc ils étaient contents et moi aussi. Oui, on a mis de l'instrumentation. On a fait aussi une belle installation d'eau récupérée. L'instrumentation coûte cher. Le câblage électrique, automatisme coûte cher. On a fait pas mal d'automatismes aussi pour remonter les infos. Voilà là, les principales dépenses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces dépenses? On a pas mal travaillé sur la mesure de la résistivité de l'eau. Enfin, plein de choses comme ça pour gagner en rinçage, en eau de rinçage. Qu'est-ce que j'oublie? On n'a pas dépensé beaucoup, hein. On était sage. Mais la NEP, la nouvelle NEP, il y a pas mal de tuyauterie, l'usine est étendue, donc il y a pas mal de tuyaux.
Plus il a fallu faire un petit bâtiment, donc voilà. Mais vous pouvez venir me voir à Clermont. Avec grand plaisir, moi c'est toujours intéressant. Et puisqu'on parle du cycle de l'eau et que ça concerne également l'agence de l'eau, sur l'autre bout du tuyau, vous avez parlé un peu de réduire certains impacts en consommant forcément moins d'acide, de soude, tout ça, ça se retrouve un petit peu dans les rejets forcément. Mais vous avez travaillé également sur la réduction de DCO à travers cette action-là, non? Oui, parce que vous avez vu dans la diapo qu'il y avait aussi des mesures, le terme m'échappe parce que je suis en train de parler. Oui, on a énormément travaillé sur nos pertes matières. Voilà. Une autre question. Dans l'industrie du beurre, c'est obligatoire. Bonjour, Blandine Chazelle, SNCF Réseau. Moi, j'avais une question autour de l'eau pluviale. En fait, sur la question de la récupération et de la réutilisation, il y a des moments où je me dis, est-ce que c'est une vraie bonne idée? Jusqu'où est-ce que c'est une bonne idée? Parce que quand même, on prélèverait de l'eau avant qu'elle atteigne le milieu et recharge les nappes. Voilà. Et donc, je voulais vous entendre sur ces dimensions-là. Alors, qui se prononce? L'agence au Loire-Bretagne? Non. Plutôt les DREAL? Allez. Je vais démarrer et puis les collègues compléteront. Donc moi, sur ce que je peux vous dire comme retour d'expérience au sein des ICPE là, que nous suivons, on pousse quand même à la récupération d'eau pluviale pour pouvoir réintégrer certains process. Cette récupération d'eau pluviale, après tout dépend aussi des territoires. J'ai envie de dire là où on se place. À ce jour, on ne peut pas dire qu'on est sur des grandes superficies de récupération. Donc je pense que par rapport à ce qu'on retire au milieu, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine marge. Mais peut-être que les collègues de l'agence de l'eau auront vraiment des chiffres à vous donner et pourront éclaircir là mes propos. Cette réutilisation, ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment donné, elle va pouvoir intervenir alors que sinon, on aurait dû aller piocher dans le milieu ou sur l'AEP dans un moment critique qui est celui de l'étiage. Voilà. Et donc aussi, pour illustrer, on a quand même, nous, des projets également de stockage d'eau qui commencent à apparaître, plus ou moins importants, sur des petites entreprises ou des plus grosses entreprises, avec possibilité justement d'alimenter ces stockages via de la récupération d'eau de pluie, via sinon des rejets de leur station de traitement interne. Donc je vais un petit peu plus loin que votre question, mais vous voyez, on cumule quelque part les possibilités, ou via aussi ensuite avec les prélèvements qui sont d'ores et déjà effectués, mais sans aller augmenter, j'ai envie de dire, les prélèvements maximum qui sont déjà autorisés. Donc tout ça cumulé fait qu'ensuite ces stockages vont pouvoir aider l'entreprise à passer le cap de l'étiage pendant quelques semaines, voire un peu plus longtemps, parce que souvent pendant l'étiage, on a un bon nombre d'industriels qui sont fermés, donc ça aide quelque part, voilà. Mais on voit bien que sur des périodes comme septembre, où tout le monde a repris, les industriels aussi, on a des bassins qui sont toujours en crise, c'est donc compliqué, et donc là, ces stockages peuvent être du coup utilisés pour au moins une partie, et on va dire que ça fait moins de pression à l'instant T sur les bassins qui sont déjà bien sous pression. Je ne sais pas si vous voulez compléter, vous, côté agence. Je vous laisse. Oui, donc la récupération des eaux pluviales, comme je l'ai dit, c'est des solutions, c'est une solution qui peut être parfois intéressante, que l'on ne s'interdit pas de financer, mais en parallèle, nous, on essaye plutôt d'encourager tout ce qui est infiltration des eaux pluviales au plus près d'où elles tombent, via des techniques d'infiltration dans des espaces verts, quand même, malgré tout. Bonjour, Pierre Tabourin de la DRAF, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce matin, on a vu parmi les 3 grands groupes de consommateurs d'eau, que ce soit donc l'eau potable, l'industrie ou l'agriculture, que l'industrie avait déjà fait beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on a une idée de la marge de progrès qui reste encore possible, ou est-ce qu'on est déjà arrivé au maximum de ce qui pourrait être fait sur l'industrie, Alors, on voit peut-être avec Laurentus déjà, vous avez un objectif à 2027. Alors, pas la moindre idée pour l'ensemble de l'industrie, mais je sais que moi, j'en ai encore sous le pied. Alors bon,
Mais je pense que l'industrie en a beaucoup. Oui, alors je partage. Je suis même persuadé. Oui, je partage la position de Monsieur Thues. Et alors moi, je suis que sur un autre volet. Je connais moins le secteur de l'agroalimentaire, mais sur juste le retour d'expérience que je peux avoir, donc sur 3 départements, Cantal, Allier, Puy-de-Dôme. Pour évoluer, suivre les sites depuis un petit moment, on va dire qu'on a encore des leviers. Et c'est très, très hétérogène, si vous voulez. Il va y avoir quelques entreprises qui ont atteint un optimum, et ça, on l'a vu justement à travers l'élaboration des plans d'utilisation rationnelle de l'eau, qui finalement ces entreprises arrivent à nous démontrer qu'elles sont au bout. On est déjà très, très bas au niveau des meilleures techniques disponibles qui sont mises en place. Oui, il y en a quelques-unes, mais j'ai envie de dire, c'est à la marge, c'est ponctuel. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a encore des marges de progrès. Maintenant, moi, je suis dans l'incapacité, et je ne connais pas d'organisme qui a, j'ai envie de dire, essayé de modéliser ou de simuler là, ces marges de progrès. Mais quand on voit ce qui a pu être fait sur les industriels là, qui sont embarqués depuis 2003, ça va de moins 25% à moins 70%. Puis vous voyez, Monsieur Thues, il vous a illustré juste pour son entreprise. Moi, j'ai plein d'autres exemples où on est à plus de la moitié, enfin des baisses de la moitié. Donc c'est vraiment conséquent, j'ai envie de dire. Et ensuite, avec d'autres usages qui vont être aussi permis par, on va dire, une évolution réglementaire ou des évolutions réglementaires qui sont fortement attendues. Je pense très concrètement qu'on a encore de beaux leviers devant nous. Moi, je pense que le réveil a sonné avec la sécheresse de 2022. C'est mon opinion. Alors, Sodial, c'est 70 usines, mais en 2022, le réveil a sonné pour tout le monde, je pense. Et juste pour ajouter un petit mot, alors beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, le volet réglementaire va permettre de faire des gains, notamment sur le reuse, où il y a des grosses attentes sur ce secteur-là. D'un point de vue d'un retour d'expérience de la part du conseiller de la CCI, on va dire, en termes de rendement, il y a des marges de manœuvre plutôt importantes dans des petites entreprises que dans des grands groupes. Voilà. Encore une question. Bonjour, Vincent, société Decadox. Alors nous, on assure la sécurité sanitaire des eaux par la fourniture d'un produit, donc notamment aussi pour les eaux de réutilisation. La question que je voulais poser, elle était plutôt sur les tours aéro-réfrigérantes dont vous avez évoqué tout à l'heure le remplacement des tours traditionnelles via des systèmes adiabatiques ou des systèmes secs. Alors ils ont l'avantage d'être peut-être un peu moins gourmands en ressources en eau, mais peut-être sont-ils taxés de plus contribuer, d'être plus énergivores et de contribuer au réchauffement climatique indirectement par l'énergie qu'ils consomment. Est-ce que vous avez des illustrations par rapport à cela ? Je réfléchis, j'ai pas de chiffres parce que je suis pas non plus une experte en tours adiabatiques, vous m'excuserez. Là, je peux juste vous parler du constat que l'on fait. On a les gros industriels qui, eux, depuis des années, ont supprimé les circuits ouverts et donc aussi ce type de tours aéro-réfrigérantes classiques qui, quand même aussi, même sans être spécialiste, présentent des inconvénients au plan sanitaire puisqu'elles sont source de développement de légionelle, qui est une maladie très grave et qui peut tuer quand même des personnes. Donc, il faut quand même en avoir conscience. Donc, ce que vous évoquez, ce que je peux vous dire, c'est que des fois, il va falloir une plus grande surface en fait d'échange pour remplacer les tours aéro-réfrigérantes existantes par une ou plusieurs tours adiabatiques. Souvent, il faut plus de place pour avoir un échangeur RR qui soit plus important, plus conséquent. J'ai pas comme ça de données à illustrer au niveau consommation électrique notamment. Non, j'ai pas de données. Mais là, très honnêtement, ça a monté en flèche. Je ne connais pas ou je ne sais pas si dans la salle il y a des constructeurs de tours adiabatiques, mais je pense que les carnets de commandes sont pleins parce que c'est généralisé sur la plupart des sites, quoi. Voilà. Alors nous, on est plutôt en train de travailler sur le traitement de l'eau de concentration de matière laitière pour l'envoyer sur la tare. Voilà. Si vous me proposez un traitement, vous pouvez m'appeler.
Si je peux me permettre de compléter, je change de casquette, parce que je suis aussi président de la T2E Grand Ouest, c'est Association Technique Énergie Environnement. Sur ces sujets-là, des tares et de la condensation et de l'évaporation qu'on a sur les groupes froids, on va considérer en gros que par degré de température d'évaporation qu'on va gagner, le cas échéant, c'est de l'ordre de 3% de la consommation électrique des groupes. Donc en fait, quand on passe d'une condensation humide à une condensation sèche, on peut être sur des 10 à 12% d'écart quand même de consommation spécifique de COP sur les groupes. Par contre, c'est vrai qu'en adiabatique, le delta est relativement faible si elle est bien réglée, puisque comme on joue sur le bulbe humide, on reste dans des conditions acceptables, sous réserve de bien maîtriser les aspects de risque légionnel, etc. Ce qui fait que de ce point de vue-là, c'est pas trop grave. Mais moi, ça me fait rebondir sur un autre point qui a été évoqué un peu ce matin par, je crois que c'est le directeur général de l'Agence de l'eau, et qui me frappe, c'est-à-dire qu'on a le sujet avec la climatisation qui se développe énormément aujourd'hui, et même si dans le domicile ou les bureaux, etc., on n'a que de la condensation sèche en règle générale, je pense que sur l'eau, il faut qu'on en vienne à raisonner comme on le fait pour le carbone, avec un niveau 1, 2, 3 dans le scope. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand bien même on ne consomme pas d'eau au niveau d'une climatisation ou de condenseur sec, si cette consommation d'électricité ou ce surcroît de consommation d'électricité, le cas échéant, se traduit de toute façon par une sollicitation plus forte de nos centrales nucléaires et donc des consommations d'eau. Et je crois qu'il faudrait avoir quelques indicateurs. On parlait de sensibilisation tout à l'heure des masses, et c'est tout le monde. Je pense que tout le monde n'a pas conscience de ça, et qu'à un moment donné, face à la problématique de la ressource et au bien-être des gens là où ils se trouvent, il faut qu'ils aient conscience qu'au-delà de la consommation d'énergie, l'énergie elle-même engendre une consommation d'eau significative, quoi. Une autre intervention, on a le temps d'une autre question dans la salle, si vous le souhaitez. Oui, devant, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Madame Faucon à la DDT du Puy-de-Dôme. J'ai été très intéressée par votre exposé, Monsieur Thuss, et je me demandais comment vous répandiez un petit peu ces bonnes pratiques à l'intérieur du groupe Sodial dans lequel vous êtes, parce que finalement, l'intérêt, c'est de tirer enseignement de ce qui se passe peut-être dans un établissement pour faire boule de neige, je dirais, sur l'ensemble des groupes. Un petit peu, ça rejoint la question que soulevait Estelle, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une hétérogénéité très forte entre les industriels, et qu'on a l'impression que finalement, ça se répartit assez lentement, ces bonnes pratiques et ces efforts d'amélioration, alors qu'il y a un vivier qui paraît très important, et que voilà, je me pose des questions sur. Puis bon, les purs restent des choses qui sont un peu secrets, un peu pas trop diffusées. Donc du coup, finalement, ça serait bien d'ouvrir un peu ces questions-là à la connaissance du public et de différentes structures pour pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques. Alors ça, c'est une très bonne question. Sodial, c'est la première coopérative, c'est 70 usines. Donc, alors, vous savez, on est dans les usines, on n'est pas dans les sièges. Dans les sièges parisiens, lyonnais et tout ça, pardonnez-moi l'expression, des usines, ils retiennent que les conneries. Donc on produit, et que je suis arrivé à Clermont, on est loin de Paris, moi je passe mon temps à faire de la pub au siège de ce qu'on fait dans les usines. On économise de l'eau, on économise d'énergie, j'ai mis 3 ruches, j'ai une équipe de foot le vendredi soir, enfin, il faut qu'on fasse parler de nous. Et je peux vous croire que la vidéo que vous avez vue en entrée, elle est en train de faire le tour de Sodial. On est même en train d'interroger le payeur pour savoir si on peut la récupérer et la couper un peu. Et donc oui, j'en fais la pub, parce que si je ne fais pas de pub de ce que je fais, je n'aurai pas d'investissement dans les années qui viennent. Donc ça fait partie de notre moteur, enfin tout du moins du mien. Et alors pourquoi je souris, c'est parce que Sodial a changé de directeur général début juillet. Donc il est arrivé début juillet et il a entamé forcément un tour de ses sites. Et le premier site qu'il a visité, c'est Clermont. Et quand il s'était présenté en Teams, il avait dit qu'il avait une fibre écologique. Et donc quand il est arrivé à Clermont courant juillet, la semaine avant le 14 juillet, j'ai dit en termes d'écologie, vous êtes sur le site qu'il fallait.
Donc on lui a présenté tout ce qu'on avait fait. Alors je n'ai pas dit, mais on est en train d'économiser aussi 30% de gaz par rapport au tonnage. Enfin, on fait pas mal de choses. Et je peux vous croire qu'il y en a qui ont entendu parler de la visite à Clermont et qui sont en train de faire le tour des visites en demandant grosso modo les mêmes critères. Donc on ne peut pas avoir meilleure pub. Mais effectivement, je suis sollicité aussi à l'intérieur du groupe Sodial. Et surtout, il ne faut pas voir, moi c'est mon opinion, hein, il ne faut pas voir toutes ces améliorations en termes de contraintes. Si on considère que c'est des contraintes, on n'avance pas. Enfin, autant aller se suicider, mais il faut voir, c'est très beau de faire ce genre d'amélioration. Ok, de temps en temps, ça coûte un peu d'argent, mais il y a aussi plein d'améliorations qui ne coûtent pas d'argent. Encore un mot peut-être à rajouter. Dans 2 minutes, il est 15h. Dans 2 minutes, nous passerons. Monsieur Penaud. Oui, oui, c'est vrai que quand on rencontre des industriels, c'est vrai qu'ils sont très demandeurs d'avoir des retours d'expérience, d'échanger des expériences. Et l'intérêt, ça peut être aussi dans les conventions qu'on passe avec les chambres des métiers, les chambres de commerce et d'industrie. Ça crée un lien où les industriels peuvent se rencontrer, partager, discuter. Et c'est effectivement une très bonne dynamique. Ça. Mais il y a une vraie demande, effectivement, parce que certains industriels, notamment les plus petits, sont des fois un peu tout seuls, quoi. Ouais, justement, la CCI est là pour les accompagner. Et exactement, en fait, il y a beaucoup d'appétence pour le sujet de la ressource en eau et les freins sont... Bon, effectivement, il y a le frein financier, mais il y a plutôt des freins techniques également. C'est que des entreprises qui nous appellent, en fait, je veux économiser l'eau, comment je fais? Et quand je disais qu'il n'y a pas meilleur conseiller que le chef d'entreprise qui a été confronté à la même problématique, c'est que ces fameux freins et leviers, il n'y a qu'une entreprise. On peut les lever que si on est là au cœur de l'entreprise, qu'on sait quelles sont les conséquences. Et c'est que par l'échange en fait qu'on des solutions globales, parce que la gestion de l'eau c'est une gestion intégrée, c'est pas ponctuel en fait. C'est là où les ressources d'économie sont les plus importantes. Et pour cela, il faut avoir une connaissance profonde du monde de l'industrie. Il est presque 15h. Dans quelques instants, justement, on a beaucoup parlé de cette question, de cette sobriété dans l'industrie. Il va falloir innover. Vous l'avez fait, Monsieur Thuss. D'autres entreprises vont suivre. Innover, créer, repenser autrement aussi nos entreprises. Eh bien, ça sera la thématique de l'atelier 3. Innover pour organiser la sobriété des usages de l'eau qui vont arriver sur scène dans quelques instants. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention. Effectivement, on pourra retrouver, puisque c'était également filmé, l'ensemble de vos interventions. Donc, vous pourrez bien sûr y avoir accès. Et puis, merci également pour la pertinence de vos questions. Et donc, je laisse la place maintenant à la prochaine table ronde. Merci à vous tous et merci aussi à la salle d'avoir été aussi attentifs.